Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. D'abord, bienvenue, enfin ravi de vous accueillir au ministère de la Santé. Félicitations pour l'organisation de ce colloque et de ce beau programme. Et ravi d'être parmi vous pour quelques mots d'introduction sur cette deuxième partie de la journée. J'ai cru comprendre que ce matin avait été assez riche et que vous étiez régalés. Je pense que ça, vu le programme, ça va être la même chose cet après-midi. Quelques propos dans la suite de l'intervention de Étienne Pau, avec lequel nous travaillons main dans la main sur ce sujet du TDAH. Donc je vais faire quelques rappels que vous connaissez bien évidemment. Vous savez que depuis des années, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité a représenté une réalité mal appréhendée, mal comprise, et source de stigmatisation des personnes concernées au sein de la société. En outre, cette méconnaissance générale a fréquemment engendré des retards diagnostiques avec de nombreuses conséquences, et c'est important de le rappeler, sur le développement académique, social, affectif des personnes concernées, et plus généralement un impact important sur leur parcours de vie. À ce jour, le TDAH souffre d'ailleurs encore d'un retard diagnostique important quand ce diagnostic est posé. Nombre de personnes dans notre pays ne sont pas encore diagnostiquées pour un trouble dont la prévalence est pourtant estimée entre 3 et 6% si on se réfère aux études les plus sérieuses. Il y a donc urgence à agir. Alors je voudrais remercier sincèrement celles et ceux, et nombreux sont dans la salle, qui ont participé aux travaux préparatoires de la nouvelle stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement 2023-2027. Et ces personnes, ces parties prenantes, ont, dans un calendrier très contraint, rassemblé les arguments qui ont permis d'inscrire un volet spécifique dédié au TDAH et faire que cette stratégie reconnaisse le retard de la France dans ce domaine, ainsi que l'importance des enjeux. Donc c'est grâce à ce travail préalable qui s'est fait dans un calendrier très contraint, et c'est pour ça que je souhaitais rendre hommage au dynamisme des travaux qui ont présidé et qui ont fourni les éléments pour défendre ce volet-là. Alors améliorer l'offre diagnostique et la prise en charge, ainsi que la couverture territoriale dans le domaine du TDAH, comprend en réalité plusieurs volets sur lesquels je ne vais pas revenir. Étienne Pau en a parlé ce matin. La liste est assez longue finalement des jalons à atteindre. Mais je voudrais revenir sur deux volets d'actualité au moment où le ministère s'engage dans le renforcement de l'offre dans le champ du TDAH. Étienne Pau, ce matin, vous a brossé une première série d'enjeux dans la mobilisation de l'ensemble des guichets qui voient des personnes porteuses d'un TDAH et les fréquents troubles du neurodéveloppement qui y sont associés. Il faut reconnaître un paysage devenu complexe, pour ne pas dire illisible. PCO, CRA, CMPIJ, CAMS, CMPP, consultation hospitalière spécialisée, centre expert, etc. Donc le renforcement de la filière TDAH ne peut faire l'impasse sur l'articulation fonctionnelle de ces différents guichets, la rationalisation des rôles assignés à chacune de ces structures dans un modèle général de gradation des interventions. Pour faire simple, niveau 1, repérage précoce, niveau 2, le soin conventionnel, niveau 3 pour les cas complexes, le tout pour le cas particulier des personnes concernées par un TDAH et ses comorbidités. Il y a là un enjeu très important qui peut apparaître complexe pris dans sa globalité, mais c'est un défi qui peut être relevé sans trop de difficultés au niveau local, au niveau de chaque territoire, ce qui m'amène au deuxième volet du message que je voulais délivrer aujourd'hui, qui est celui des organisations territoriales. En effet,
un autre enjeu important concerne l'intégration de cette structuration des offres, et je le mets volontairement au pluriel, des offres TDAH, dans les démarches des projets territoriaux de santé mentale. Il me faut donc faire un petit détour, pour ceux d'entre vous qui seraient le moins acculturés sur cette démarche, par les projets territoriaux de santé mentale et leurs évolutions. C'est une démarche qui a été lancée en 2016, donc il y a maintenant quelques années, et nous sommes à un moment très précis de l'histoire qui est celui du bilan des projets territoriaux de santé mentale. Et c'est dans ce contexte-là que la délégation que je dirige ici au ministère s'est engagée dans un 3e tour de France pour recueillir les éléments de bilan de cette première génération de projets territoriaux de santé mentale. Alors, ce 3e tour de France n'est pas terminé. Nous avons malgré tout bien avancé et déjà des éléments de bilan tout à fait probants ressortent de nos premières étapes et on peut dire que cette démarche de structuration de projets pour mieux couvrir les besoins non satisfaits est plutôt réussie. Les acteurs locaux, puisque l'échelle la plus souvent retenue pour les projets territoriaux de santé mentale, c'est le département, donc les acteurs des différents secteurs d'un département ont bien compris cette démarche de mise au point de projet pour mieux couvrir les besoins spécifiques de chaque territoire. Ça a produit des éléments tout à fait intéressants de reformulation de l'offre, des projets innovants. Mais bien sûr, ce qui apparaît dans ce bilan, c'est que l'ensemble des besoins non couverts n'ont pas été atteints par cette première génération de PTSM, dans cette dynamique d'intégration d'acteurs. Ici, certains publics, comme par exemple les publics de l'ASE ou les publics de la PJJ, n'ont pas été couverts. À d'autres endroits, les personnes âgées restent dans l'attente d'organisations spécifiques pour la couverture de leurs besoins. La filière enfants-ados a été très bien traitée à certains endroits, plutôt moins bien à d'autres. Donc, si on peut faire un constat positif de l'intégration des différents acteurs qui sont convoqués au chevet des parcours en santé mentale, on peut aussi voir qu'il nous reste un certain chemin à parcourir pour une couverture globale des besoins non satisfaits. Et dans ce bilan, il apparaît, comme je viens de le dire, que une priorité devra être donnée dans cette prochaine génération de projets territoriaux de santé mentale sur les parcours enfants-ados, qui font d'ailleurs appel à des acteurs et à des secteurs un peu spécifiques, l'éducation nationale, les maisons des adolescents, les représentants des familles, la PJJ, l'ASE, les acteurs socio-éducatifs, sociaux, etc. Et donc, il faudra certainement, dans la démarche qui guidera cette prochaine génération de projets territoriaux de santé mentale, marquer une priorité pour les parcours enfants-ados. Parce que ces parcours sont par, je dirais, nature, pas que des parcours sanitaires, sont des parcours multisectoriels qui mobilisent un nombre important d'acteurs. Ces approches multisectorielles sont particulièrement pertinentes pour les parcours TDAH, lesquels patients ont certes besoin d'être repérés et traités précocement, mais doivent également bénéficier d'approches psychologiques, neuropsychologiques, socio-éducatives, d'interventions familiales, etc. Donc là encore, pour les parcours spécifiques qui sont attendus dans le TDAH, eh bien, on a à mobiliser un nombre important d'acteurs qui ne sont pas dans le secteur sanitaire. Ces approches multisectorielles sont également indispensables pour l'amélioration des approches diagnostiques et des prises en charge des personnes avec TDAH adultes. Ce n'est pas exactement les mêmes secteurs qui sont convoqués, mais les personnes avec TDAH, les personnes adultes avec TDAH ont également des besoins spécifiques et leur prise en charge nécessite aussi des approches multisectorielles. Ainsi, les articulations fonctionnelles avec l'addictologie, le milieu carcéral, la psychiatrie conventionnelle, etc., sont également des enjeux majeurs qui ne sont pas les plus simples à organiser. Et c'est pour ça, je pense que la démarche des projets territoriaux de santé mentale peut faciliter cette logique d'intégration d'acteurs à un niveau local. Donc voilà les points que je voulais souligner dans les perspectives que nous posons avec Étienne Pau pour l'organisation des filières TDAH, mobilisant les ressources spécialisées et non spécialisées
existantes, les renforçant, les articulant fonctionnellement, assurant une meilleure couverture territoriale et s'appuyant sur le seul outil d'intégration des différents secteurs convoqués au chevet des parcours des personnes avec TDAH, l'éducation, le secteur social, socio-éducatif, la justice, le logement, la dictologie. Vous voyez que ce sont des approches par définition multisectorielles que sont les PTSM. Donc des groupes de travail sont en cours sous l'égide de la délégation interministérielle et nous aurons l'occasion, je pense collectivement, de faire le bilan de l'état d'avancement de cette équation un peu complexe qui se présente à nous. Mais en tout cas, sachez mon engagement, celui d'Étienne Pau, je crois qu'il a été assez clair ce matin. Et pour cet après-midi, je vous souhaite des travaux riches, comme cela a été visiblement le cas ce matin. Merci, Monsieur Lélivier, pour cette introduction et ce rappel de l'importance de ce parcours. Je pense qu'il est important, effectivement, c'est d'avoir la vision de l'intégration du parcours de TDAH dans le parcours global de la santé mentale et de la psychiatrie. Et d'autre part, d'avoir une lisibilité. Alors, ce parcours est important aussi pour l'efficacité que l'on attend des différentes structures, de leur articulation. Sachant que les ressources médicales sont aujourd'hui des ressources qui sont qui manquent, voilà, merci, qui sont limitées. Et donc c'est important qu'on recherche l'efficacité aussi dans ces parcours et ces articulations, et aussi de la lisibilité pour les patients qui sont un peu perdus pour s'y retrouver dans les différents circuits existants. Alors, une autre difficulté, c'est l'articulation. Alors, plan de santé mentale, vous en avez parlé, territorial de santé mentale. Il y a le PRS3 qui intègre ce plan, qui est censé intégrer ce plan. Et puis, il y a aussi les réflexions qui ont été faites dans le CNR. Donc, c'est vrai qu'au niveau territorial, départemental, les parties prenantes phosphorent beaucoup pour essayer à la fois de décliner ces plans au niveau territorial et d'intégrer les modifications nécessaires pour aller vers plus d'effectivité. Voilà. Donc c'est ce qu'on attend du ministère. Mais on apporte notre contribution. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un mot. Non, simplement dire que la lisibilité même de ces différents plans, objets de programmation territoriale sont parfois compliqués à lire. Vous parliez du PRS3. Les PRS se sont saisis en toute logique, ont été nourris par la démarche des projets territoriaux de santé mentale. On est obligé de constater que c'est pas, le volet santé mentale des PRS n'a pas toujours été totalement aligné avec les travaux qui ont été conduits dans le cadre des projets territoriaux de santé mentale, même si c'est la logique. Et s'agissant de la démarche CNR, qui est intéressante parce que c'est un outil de démocratie sanitaire, donc on a un complément de diagnostic des besoins, et en particulier des besoins non couverts qui remontent dans le cadre des CNR. Mais aujourd'hui, la démarche on ne peut pas constater que la démarche des CNR en santé mentale a été une démarche généralisée sur l'ensemble du territoire. Nous devions avoir aujourd'hui un CNR thématique national sur la santé mentale. Il a été reporté pour les raisons que vous connaissez. Mais donc il y a bien un engagement politique et financier d'ailleurs pour poursuivre et appuyer cette structuration en santé mentale et en psychiatrie avec une priorité, enfin deux priorités, si je veux faire très très court. Ceux qui veulent en savoir plus peuvent se référer au bilan qui vient d'être finalisé de la feuille de route santé mentale et psychiatrie qui est maintenant disponible sur le site du ministère de la Santé. Mais pour faire très très court, avec deux grands enjeux, la construction des parcours et la gradation des soins. C'est aussi ça qui va desserrer la pression qui est exercée sur le secteur sanitaire et la continuité des parcours, la prévention du retour dans le secteur sanitaire, réhospitalisation, etc., s'opère aussi grâce à la continuité de ces parcours qui convoquent d'autres catégories professionnelles qui sont peut-être moins en tension que les médecins et les infirmiers. Voilà. Mais en tout cas, pour cette démarche qui est relativement récente dans le paysage, avec un engagement très clair dans le cadre de la nouvelle stratégie pour mieux couvrir les besoins des personnes avec TDAH, eh bien, très tôt dans la programmation des choses, Étienne et moi souhaitions insister sur ces deux aspects, une rationalisation de l'existant,
pour ensuite le renforcer et veiller à ce qu'il y ait une bonne articulation fonctionnelle, au moment où justement on doit également donner un peu les règles du jeu en termes de gradation. Voilà, j'espère que c'était pas trop techno ce que je vous ai raconté, mais en tout cas bon, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie encore pour l'invitation et voilà. Merci à vous. À très bientôt.